C'est l'heure de votre journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Restez avec nous jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, un garçon de 2 ans a perdu la vie après avoir été percuté par une voiture ce matin sur la route de Tsaramasai en allant vers un Kurunjan. Sous la violence du choc, son crâne a éclaté et son cerveau s'est éparpillé sur la chaussée. Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Les riverains demandent la remise en sens unique de cette route afin de prévenir de nouveaux accidents. Radramanan Zatouf et Nzara Njiansu étaient sur place pour plus de détails. Abi, âgé de 2 ans, est le petit garçon qui a été mortellement percuté par une voiture sur la route de Tsaramasai en direction d'un Kurunjan. L'accident s'est produit vers 9h30. Alors qu'il était tenu par la main et s'apprêtait à traverser la chaussée, le drame est survenu. Il est décédé sur le coup. La violence de l'impact a provoqué un grave traumatisme crânien. Son cerveau s'étant retrouvé éparpillé sur la chaussée. Selon ses proches, Abi avait été opéré d'une hernie il y a peu de temps. Cette intervention visait à préserver sa santé, mais le destin en a décidé autrement. Les habitants du quartier affirment que ce n'est pas le premier accident sur cette portion de route reliant Tsaramasai à un Kurunjan. Ce n'est pas non plus la première fois qu'un accident y entraîne un décès sur le coup. Les riverains réclament le rétablissement de la circulation en sens unique afin de réduire les risques d'accident. Le conducteur de la voiture impliqué dans cet accident mortel a été interpellé et est actuellement entendu par les services de la police nationale dans le cadre de l'enquête. Et à Mazang, ce matin, des groupes de pêcheurs et de vendeurs de flau au niveau d'Arant sont descendus dans la rue pour réclamer l'arrêt de l'utilisation des filets Kauki-Bay. Selon eux, des pêcheurs venant d'autres régions viennent travailler à Arant et utiliseraient des équipements de pêche jugés illégaux. Anduniana Martina sur les images de nos correspondants à Mazang. L'entrée de la ville de Mazang, au niveau du pont Fitim, a été coupée pendant 1h30 à la suite de la manifestation des groupes de pêcheurs et de marchands de poissons à Bizou. Cette manifestation a été provoquée par ce qu'ils considèrent comme injustice entre pêcheurs. Selon les manifestants, les utilisateurs de Kauki-Bay emploient des filets à mailles très fines, une pratique contraire à la réglementation de la pêche. D'après leurs témoignages, ces filets détruisent inutilement les poissons, dont la majorité seraient capturés par ceux qui utilisent les Kauki-Bay. Cette situation entraîne des pertes pour les pêcheurs traditionnels qui exercent leurs activités depuis longtemps et qui respectent les règles. Un phénomène qui, selon eux, n'a jamais existé auparavant à Mazang. Les pêcheurs attendent des mesures fermes, des actions concrètes et des situations durables afin de préserver les ressources marines et de rétablir l'ordre dans le secteur de la pêche. Selon leurs témoignages, les pêcheurs formels de Mazang souffrent aujourd'hui de cette situation. Et les disparitions de personnes se multiplient à La Réunion ces dernières semaines. Selon les informations rapportées par les médias locaux, de nombreuses familles vivent dans l'angoisse après la disparition de leurs proches. Certaines personnes portées disparues ont également été retrouvées, mais sans vie, tandis que d'autres ont été retrouvées après d'importantes opérations de recherche. Reportage. Des noms, des photos et des appels à témoins largement relayés sur les réseaux sociaux. À La Réunion, de plus en plus de familles lancent des appels à l'aide pour retrouver leurs proches disparus. Le dernier cas en date est celui de Jean-Baptiste Chun Ki Van Hyun, un homme âgé de 86 ans. Il a quitté son domicile situé à Saint-Louis le 20 juillet dernier, aux alentours de 11h du matin. Depuis, il reste introuvable. La gendarmerie a lancé un appel à témoins afin de recueillir des informations permettant de le retrouver. Les recherches se poursuivent toujours pour retrouver Quentin Dumentier, âgé de 31 ans, disparu le 8 juillet après avoir quitté son domicile à la Saline de Léo. Le 6 juillet dernier, Daisy Sador et Joseph Leperlier avaient également fait l'objet d'un avis de recherche. Ils ont finalement été retrouvés le 14 juillet, mais malheureusement sans vie. Au-delà de ces cas,
Les disparitions concernent également des enfants, des personnes malades ou vulnérables, des jeunes, des touristes ou encore des randonneurs en montagne. Mais que se passe-t-il réellement à La Réunion? Selon les statistiques relayées par les médias locaux, environ 300 personnes sont signalées disparues chaque année sur l'île. En 2025, la gendarmerie a enregistré 227 signalements de disparition inquiétantes. Du côté de la police, 129 cas ont été recensés contre 117 en 2024. Depuis le début de l'année 2026, selon les informations disponibles, près de 100 personnes auraient déjà été signalées disparues dans la zone relevant de la gendarmerie de La Réunion. Les recherches sont particulièrement difficiles à La Réunion en raison du relief de l'île, montagnes escarpées, vallées profondes et ravins. Les secours et les forces de l'ordre mobilisent d'importants moyens. Équipes de recherche au sol, chiens spécialisés dans la recherche de personnes, drones et moyens aériens. Une campagne de sensibilisation est actuellement menée à La Réunion afin d'encourager les familles à contacter rapidement la gendarmerie dès qu'une disparition est constatée, sans attendre 24 ou 48 heures après les faits. En économie, un leader mondial des solutions solaires hors réseau officialise son implantation à Madagascar. L'entreprise annonce un investissement pouvant atteindre 50 millions de dollars afin d'accélérer l'accès à l'électricité dans le pays. Ce projet, qui s'inscrit dans les objectifs du Pacte national pour l'énergie, prévoit plus de 1,5 million de nouveaux raccordements électriques d'ici 2030. Détails sur les images de Yves Chanel. Madagascar franchit une nouvelle étape dans le développement de son secteur énergétique. Un leader mondial des solaires hors réseau procède au lancement officiel de ses activités dans la Grande Île, avec un ambitieux programme d'investissement estimé à 50 millions de dollars sur les 5 prochaines années. À travers ce projet, la société entend contribuer à réduire le déficit d'accès à l'électricité, alors que seulement 39% de la population malagasy bénéficie actuellement d'un accès au réseau électrique. L'objectif est de fournir plus de 1,5 million de nouveaux raccordements d'ici 2030, en s'appuyant sur des solutions solaires hors réseau. Ce lancement s'inscrit dans le cadre du Pacte national sur l'énergie Mission 300 qui vise à porter le taux d'accès à l'électricité à 80% d'ici 2030. La signature d'un protocole d'accord s'est tenue ce jour entre l'entreprise et une société de communication ouvrant la voie à un partenariat destiné à faciliter l'accès aux solutions d'énergie propre grâce à des offres de financement adaptées. Par la même occasion, la mise en service d'un système solaire au poste de police d'Itos a eu lieu. Et face aux besoins croissants en énergie et aux difficultés liées au coût de l'électricité, les solutions solaires attirent de plus en plus de consommateurs à Madagascar. À Antananarivo, un nouveau marché se développe autour de ces équipements. Mais au-delà de l'aspect écologique, la question est surtout économique. Le solaire peut-il réellement devenir un investissement rentable? Réponse dans ce reportage sur les images de Yves Janel. Les habitants d'Itos vivent encore au rythme des coupures d'électricité quotidiennes. Pourtant, l'électricité est devenue indispensable dans la vie de tous les jours. Pour Phare, la facture d'électricité et d'eau qu'elle paie chaque mois est élevée, mais le service fourni par l'Algirama ne correspond pas toujours aux attentes des usagers. Selon les statistiques, seulement 30% de la population d'Itos aurait encore accès à l'électricité. Pour le maire de Fiadanen, l'énergie solaire représente une solution permettant d'accroître l'indépendance énergétique des habitants. Pour les professionnels du secteur, l'aspect économique est également un enjeu important. Derrière l'installation des lampes solaires se trouve toute une chaîne d'activités économiques, l'importation des équipements, leur commercialisation, leur installation ainsi que leur maintenance. Les emplois liés à ce secteur se développent progressivement. Nos produits que nous allons distribuer ici à Madagascar sont des produits qui vont des lanternes avec lesquelles on peut se promener, qu'on peut accrocher, qu'on peut mettre sur une table. Et ça va jusqu'à des kits qui ont 5 ampoules qu'on peut installer dans de diverses chambres. Des kits avec lesquels on peut utiliser un ventilateur ou bien une télévision solaire. Donc c'est une large gamme de produits solaires que nous allons introduire sur le marché. Et notre objectif, c'est que sur les 5 ans,
nous voulons distribuer 1 500 000 kits et toucher ainsi une large partie de la population en nombre autour de 7,5 millions d'habitants avec un investissement qui peut aller jusqu'aux 50 millions de dollars. Nous sommes venus tisser une chaîne avec la main-d'œuvre locale, avec des employés qui sont des malgaches qui vont diriger cette filiale de la tête aux pieds. Aujourd'hui, nous avons déjà une trentaine d'emplois créés et nous visons 1000 emplois à cet horizon 2030. Cependant, l'investissement dans les énergies renouvelables reste encore un défi pour de nombreux consommateurs. Le coût initial, la qualité des équipements et leur durée de vie sont autant de critères qui doivent être étudiés avant de prendre une décision, soulignent les potentiels consommateurs. Et en tourisme, le Mackay attire de plus en plus de touristes en cette période de vacances. Cette région continue de séduire les visiteurs grâce à ses vallées spectaculaires, ses chaînes de montagnes uniques, ainsi que son patrimoine naturel exceptionnel, encore préservé et peu connu. Parmi les visiteurs ayant découvert les paysages de Mackay la semaine dernière figure l'artiste Anchara Swanev, membre du groupe Tark. Elle a parcouru plusieurs sites emblématiques de la région et a partagé son expérience avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Situé dans le sud-ouest de Madagascar, entre les régions du Menabe et de la Tsimouanjefen, le massif du Mackay s'étend sur une superficie d'environ 4000 km². Et côté sport, une compétition de kickboxing et de boxe anglaise dans les catégories masculines et féminines s'est tenue dimanche dernier à Ambuibar et Samben. Organisée par la section Antirabé 2, elle a réuni des clubs issus de plusieurs sections et a donné lieu à une trentaine de combats. Cette rencontre avait pour objectif de détecter les kickboxers qui représenteront la section lors de la compétition régionale. Jameson Ranjanarman de Viva Antirabé. Une compétition de kickboxing et de boxe anglaise, hommes et femmes, s'est déroulée hier devant la mairie de la commune rurale d'Ambuibar. Organisée par la section de kickboxing d'Antirabé 2, elle a rassemblé les catégories C, B et A, des benjamins jusqu'aux seniors, avec la participation de nombreux clubs. Le kickboxing et la boxe anglaise occupent une place importante au sein de la section Antirabé 2. Cela s'est particulièrement illustré au cours de cette compétition, notamment chez les plus jeunes. L'événement avait pour but de repérer les meilleurs combattants appelés à participer à la prochaine compétition régionale. Près de 30 combats se sont déroulés à cette occasion. Et voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Les secouristes étaient ce matin à la recherche de personnes potentiellement piégées sous les décombres d'un centre commercial dans le sud-ouest du Japon à la suite d'un fort séisme qui a fait au moins 13 morts. France 24. Première nuit de travail acharné pour les secours japonais. L'armée a rejoint les recherches après la puissante secousse qui a frappé le sud-ouest du pays mardi après-midi. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Même à l'heure actuelle, des personnes attendent encore d'être secourues et chaque minute compte. Nous mobiliserons toutes les ressources disponibles sur le terrain afin de sauver et de secourir le plus grand nombre de personnes possible. Les autorités ont déjà annoncé plusieurs victimes et une centaine de blessés dans la préfecture de Kumamoto, sur l'île de Kyushu. Elles craignent qu'il y en ait encore davantage dans ce centre commercial touché par une explosion survenue 1 heure après le séisme. Les autorités enquêtent sur une éventuelle fuite de gaz et continuent de chercher des survivants. Encore difficile à quantifier, les dégâts sont considérables dans un pays pourtant habitué aux tremblements de terre. Le Japon concentre 18% des séismes recensés à l'échelle mondiale. Le séisme a fissuré des routes dans toute la région et privé d'électricité des milliers de foyers. Un hôpital a cessé de fonctionner, des usines et des sites touristiques sont aussi endommagés. Comment dire? J'avais l'impression que mon corps flottait dans les airs. Alors sur le moment, je n'ai pas réalisé qu'il s'agissait d'un séisme. Ce n'est qu'en voyant le mur s'effondrer que j'ai compris qu'il y avait un tremblement de terre. Selon l'agence météorologique japonaise, les habitants doivent se préparer à de nouvelles secousses importantes pendant environ une semaine. Le dernier puissant séisme dans la région remonte à 2016. Il avait fait 273 morts et plus de 2800 blessés.
L'armée jordanienne a déclaré avoir abattu 5 missiles iraniens alors que les affrontements entre l'Iran et les États-Unis ont repris après une brève accalmie. France 24. Aussi avoir mené des frappes conjointes avec l'Arabie Saoudite en Irak contre des groupes alliés de Téhéran. Écoutez, depuis la capitale iranienne, Siavosh Ghazi. Un communiqué des gardiens de la Révolution, il y a eu donc des attaques contre des bases américaines en Jordanie. Donc c'est pas la première fois. Depuis un mois, il y a régulièrement des frappes contre des bases américaines en Jordanie. L'objectif, c'est de faire partir les forces américaines le plus loin possible du territoire iranien. On sait qu'une grande partie des avions américains ont été envoyés soit en Jordanie à la frontière avec Israël ou encore en Israël même, mais même là, il y a des attaques. Il y a eu en même temps une série d'attaques contre des bases des groupes kurdes de position armée iraniens au Kurdistan irakien, des groupes qui sont soutenus à la fois par Israël, mais aussi par les États-Unis. Et dans le même temps, il y a eu donc 3 attaques directes des missiles qui ont frappé 3 pétroliers qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz sans l'autorisation de l'Iran. L'objectif est très clair. D'une part, c'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz, donc pas question de laisser passer des pétroliers ou des navires marchands sans l'autorisation de l'Iran. Et d'autre part, c'est de faire en sorte que les Américains quittent progressivement la région. La recrudescence des violences dans le nord du Nigeria a entraîné une hausse de l'insécurité alimentaire à un niveau inédit depuis 10 ans, alerte le Programme alimentaire mondial. Faute de financement suffisant, l'Agence des Nations Unies ne peut fournir une aide alimentaire qu'à une faible partie des personnes qui en ont besoin. France 24. Dans cette clinique de l'État de Borno au nord du Nigeria, des enfants sont examinés et soignés contre la malnutrition. Borno est l'épicentre du conflit djihadiste qui secoue le pays depuis plus de 15 ans. 3 millions de personnes y souffrent d'insécurité alimentaire aiguë, dont près de 10 000 sont confrontés à un niveau de faim qualifié de catastrophique par le Programme alimentaire mondial de l'ONU. Et les premiers touchés par cette crise humanitaire sont les enfants. Parfois, nous restons affamés pendant 2 nuits. À d'autres moments, nous n'avons qu'un seul repas. Et quand les enfants continuent à avoir faim, il est difficile de rester là parmi eux, éveillés sans rien. C'est ainsi que j'ai mis au monde ce bébé dans cette situation de dénuement total. Le nord-est du Nigeria reste en proie à l'insécurité, entre les attaques des groupes djihadistes et les violences des bandes criminelles locales qui multiplient les enlèvements et les raids contre les villages. À cela s'ajoute le gel d'une partie de l'aide américaine et la diminution des contributions de plusieurs pays occidentaux qui ont fortement réduit les capacités d'intervention des organisations humanitaires. À travers tout le nord du Nigeria, nous constatons une hausse et une propagation des attaques d'insurgés et de la violence. Des familles sont contraintes de quitter leur foyer et il devient de plus en plus difficile pour le PAM d'atteindre les personnes qui ont un besoin urgent d'aide alimentaire. Malgré les efforts des autorités pour répondre à l'instabilité persistante dans le nord-est, les ONG estiment que les moyens déployés restent insuffisants face à l'ampleur de la crise. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne continuation en notre compagnie.